a eu lieu à la médiathèque. Bonjour et bonsoir, chers amis. Voilà. Il y a un petit moment qu'on s'est vu, hein, mais je sais que voilà, Manuela vous repasse certaines émissions, donc on n'est pas tout à fait coupé, mais personnellement, en présentiel, j'étais absente, donc je redécouvre les studios de Zouk TV. J'en suis très contente parce que aussi cet après-midi ou ce matin ou en fin d'après-midi ou ce soir, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez l'émission, ben, voilà, je vous présente des invités au féminin qui ont beaucoup de choses à nous dire et qui sont des personnes très actives dans l'entretien de notre mémoire, de la quête de qui nous sommes, de l'identité, enfin qui font plein de choses pour, qui sont souvent hors écran parce que voilà, il y a des personnes qui ont fait main basse sur les médias et qui sont très amoureuses de leurs images ou de leur image et qui voilà, empêchent que les petites mains qui œuvrent dans l'ombre ne soient vues. Ben, aujourd'hui, vous avez l'opportunité d'en voir quelques-unes et puis de bien écouter ce qui va vous être dit parce que nous sommes dans un mois de mai. Vous avez vu, on n'est pas forcément dans la concurrence des mémoires, mais rappelez-vous que le mois de mai, nos ascendants qui se battent pour la reconnaissance de l'apport des Africains dans notre civilisation. Rappelez-vous que bon, ils ont dû beaucoup œuvrer pour que le 22 mai soit reconnu et à ce niveau-là, on rend hommage à Armand Nicolas, avant lui à d'autres qui se sont battus pour que cette date-là soit reconnue. Et puis vous voyez aujourd'hui toutes les orientations, les idéologies se sont emparées du mois de mai et tout le monde présente des choses. Et donc, à prendre et à laisser, je m'autorise cette liberté-là. Il y a à prendre et à laisser, mais je vous demande de faire attention à vos choix parce qu'il y a beaucoup de manipulations dans l'air. Et dans ce mois qui était le mois des Noirs en particulier, eh bien, c'est devenu celui squatté par beaucoup d'autres tendances qui n'ont pas forcément une vision unificatrice ni un désir de rassembler notre peuple autour d'un fait qui est absolument incontournable, c'est celui de la libération, de leur libération par les Africains eux-mêmes, à travers une révolution que Armand Nicolas avait appelée la révolution anti-esclavagiste. Donc, battez-vous pour que cette date reste à vous, pour que ces manifestations que vous allez choisir, hein, parce qu'il y en a beaucoup, privilégient cette lutte, parce que c'est grâce à elle que notre mémoire est entretenue. Donc, j'ai le grand plaisir de vous présenter mes invités. Donc, je commence par Laura qui va nous quitter très vite parce elle est de passage à la Martinique. Bonsoir ou bonjour Laura. Bonjour chers auditeurs, chaque personne qui viendra nous voir sur l'émission. Bonjour Docteur Smeralda, bonjour mesdames. Bonjour. Je suis vraiment contente d'être là sur le plateau. D'accord. Ben voilà, Laura vient nous présenter une émission, deux séries ce week-end. Bon, vous verrez pas l'émission avant le week-end, mais ça n'est pas grave parce que elle est sur un projet de marronnage qui s'étendra sur plusieurs années, je crois. Tout à fait. Et puis en plus, on fera une restitution en France en novembre 2023 et on reviendra en novembre 2024 en Martinique. Voilà, donc c'est sur un long terme et vous aurez l'occasion. Voilà le marron, ça c'est le flyer de sa manifestation. Donc vous voyez bien 2 dates affichées, mais donc c'est ce week-end. Nous, on enregistre l'émission un petit peu en avance, donc vous ne verrez pas, mais peut-être que vous aurez entendu parler de cette manifestation, puisque plusieurs intervenants sont prévus. Elle va vous en parler tout à l'heure. Et donc, voilà, Claudette Duhamel, maître Claudette Duhamel, qui a été à plusieurs reprises notre invitée, et qui va nous parler d'un 23e convoi pour les réparations, qui est aussi grandiose que les autres, et avec beaucoup de propositions, de générosité, et surtout de remue-ménage,
pour nous remettre un petit peu en contexte et puis pour nous rappeler que cette mémoire-là, il ne faut pas la laisser nous échapper. Elle est à nous et on va l'entretenir coûte que coûte. Bonjour, bonsoir Claudette. Oui, bonsoir Juliette. Bonsoir aux téléspectateurs. Effectivement, c'est le 23e convoi pour réparation, bas réparation, qui aura cette année des allures grandioses parce que nous allons discuter de réparation et de paix. Et de paix. Toute une histoire et je crois que c'est un convoi qui sera très important. D'ailleurs, il est très chargé. Nous avons beaucoup d'intervenants, beaucoup de personnes qui vont venir avec nous pour vous en parler, de personnes qui cherchent, ils sont des chercheurs et des historiens. Donc c'est un convoi, je pense qu'il faudrait que les Martiniquais se mobilisent pour s'y rendre parce qu'ils vont apprendre de belles choses et surtout on va honorer nos aînés, ceux qui ont avant nous fait des choses extraordinaires pour le pays. Voilà. Alors, n'oubliez pas, on va rappeler un peu le sens du convoi et puis on va vous dire aussi pourquoi il faut marcher, parce qu'il faut... vous avez entendu le thème, hein, convoi pour la paix. Ça veut dire que la mission du peuple le plus ancien de la planète, celui à qui on conteste son antériorité, mais elle est là. Ce qu'on appelle en sociologie un fait social, c'est bien celui-ci. En plus, un fait anthropologique. Donc, ils sont les aînés de la planète et leurs propos, quand vous écoutez aussi les chaînes sur le continent, le propos est toujours de défendre la paix, de rassembler l'humanité, de la sauver aussi de la barbarie de ceux-là qui se sont appropriés la planète et qui continuent à la détruire en détruisant notamment le premier que vous connaissez et que vous représentez, j'espère dignement. En tout cas, on a beaucoup de manifestations, de conférences de prévues. Essayez d'être au rendez-vous. Et bonjour Corinne, bonsoir Corinne. Bonsoir téléspectateurs, bonsoir. C'est vrai que je suis une moins grande habituée que Claudette à Zouk TV. Là, nous allons donc présenter donc, ce 23e convoi réparation qui est aussi dédié au drapeau martiniquais. Et drapeau martiniquais dont on a beaucoup parlé ces derniers temps puisque il y a eu toute une procédure qui a été lancée par les élus de la CTM et ce drapeau a été confirmé, qui était déjà, ce drapeau hissé par le peuple a été confirmé par bien sûr les élus et c'est la raison pour laquelle nous avons comme deux parrains cette année monsieur Wilfried Fontaine et monsieur Yves-Marie Serraline qui sont deux Martiniquais qui très tôt ont porté les couleurs, alors pas forcément bien sûr le drapeau, mais qui ont porté les couleurs. Hier encore en conférence de presse, ils rappelaient que notamment monsieur Yves-Marie Serraline qu'il a eu à être confronté à des il heurtait certaines personnes et dans son milieu professionnel, donc il a même on lui a enlevé des marchés, des contrats puisque parce qu'il portait ces couleurs et donc il nous a dit que maintenant il ne les porte plus puisque les couleurs sont déjà dans le peuple et le drapeau y est déjà, mais c'est vrai que quand on parle de ces couleurs et de ce drapeau, c'est vrai qu'il y a la mémoire qui est très très importante et il faut rappeler qu'il y a des Martiniquais, la symbolique et qu'il y a des Martiniquais qui ont très tôt, qui se sont battus. Donc c'est le résultat final que nous avons eu récemment, c'est le fruit de ce combat et de ce je dis son combat, de cette insistance et cette résistance de plusieurs Martiniquais, je dirais même depuis 1870, de ces Martiniquais qui ont levé les couleurs très tôt. Voilà. D'accord. Mais merci à vous, à toutes les trois. Maintenant, avant
qu'on entende Laura, je voulais vous parler d'un thème que j'ai entendu, qui est dans l'actualité, où sont passés les papas. J'espère que vous faites les bonnes analyses, que les personnes qui sont appelées à faire les analyses ont les bons éléments et oseront aussi poser les vrais problèmes qui touchent notre peuple, parce que il n'y a peut-être pas de papa, mais l'État a pris la place des papas et l'État a fait ce qu'il fallait pour se substituer au papa, au point qu'aujourd'hui, nos jeunes utilisent parfois l'enfantement comme un moyen de gagner leur vie, puisque le chômage endémique dans lequel on les maintient est une forme de domination qui fait que voilà, les gens trouvent à se contenter, se sustenter d'un état de vacuité et le désir d'enfant n'est peut-être pas celui-là qu'on aurait souhaité, mais on fait les enfants aussi pour avoir de l'argent parce que l'État soutire un état de fait qui est que il n'y a pas de travail, mais on va vous donner des allocations et si vous avez un compagnon, eh bien cachez-le sous le lit quand l'État va passer, parce qu'il y a des contrôleurs qui viennent vérifier. Faites bien attention aux analyses qu'on va vous servir. On ne devient pas dans un pays comme ça, un pays sans papa, une situation qui a commencé avec l'esclavage. Et justement, nous sommes en pleine période de nous remémorer les drames qui ont suivi l'asservissement de notre peuple. Les colons se servaient du corps des femmes, de leurs esclavisés comme ils le voulaient. Et puis, ils s'occupaient peu des enfants et le Code noir avait donné un statut à ces enfants qui naissaient sans papa. Donc, on n'est pas dans quelque chose de neuf. Et pourquoi on fait semblant de dire que, voilà, encore une fois, ce serait nos nègres qui seraient dans l'indiscipline et dans l'abandon et dans la débandade. Nous avons un système organisé autour de cette débandade et c'est l'État est le système qui est responsable du fait qu'on finance des jeunes pour faire quand ils ont des enfants, ce qui leur permet de se sentir vivre dans une société de consommation et donc de paraître être à leur aise avec ça. Donc l'enfant a un statut, dès le départ c'était celui de petit esclavisé. Aujourd'hui je ne sais pas quel statut on lui fait parce qu'il n'a aucune perspective d'avenir et surtout la morale vole en éclats et ce qui faisait nos valeurs, le sens qu'on donnait à l'enfant et la place qu'on lui donnait, et notamment dans la perpétuation de nos traditions, eh bien, on a de gros soucis à se faire. Donc, méfiez-vous des analyses qu'on vous sert et regardez vous-même, si vous êtes des jeunes qui utilisez ces subsides de l'État pour faire des enfants juste pour avoir de l'argent de poche, faites bien attention, parce qu'une société, ça se construit. Si vous contribuez à la déconstruire comme le fait de façon pernicieuse l'État français, eh bien, je suis désolée, nous n'aurons plus que nos yeux pour pleurer, puisque une société sans morale, c'est aussi une société qui est complètement détruite. Voilà, je voulais vous dire ça parce que je sais que c'est d'actualité et que les personnes qui en parlent, je ne suis pas sûre que ces personnes-là sont, quand on est dans son projet de carrière, sont disposées à accuser, à mettre le doigt sur vraiment les personnes responsables de ce drame. Voilà, alors Laura Laventure est en Martinique pour nous parler apparemment d'un très grand projet puisqu'il s'étend sur plusieurs années. Eh bien, c'est notre volonté, je dirais même c'est notre mission. C'est un projet qui est né de la volonté. Vous voulez dire aux téléspectateurs qui vous êtes? Ah oui, peut-être, voilà. Je peux commencer par ça. Par ça. Donc, je suis Laura Nina Laventure, je suis psychologue, psychothérapeute et aussi anthropologue sociale à mes heures perdues. C'est plutôt ce que je fais dans mes écrits plutôt qu'au cabinet. J'ai vraiment la volonté depuis aussi longtemps que j'exerce, depuis 11 ans maintenant, d'être orientée pour les personnes qui reconnaissent leur africanité, les personnes noires, les personnes afro-caribéennes. Il y a déjà beaucoup de psychologues pour les autres, donc ma volonté, c'est d'être adaptée pour ma communauté. Et pour ça, j'ai fait pas mal de recherches, d'études. J'ai dû, disons, compléter
ma formation qui était une formation classique, disons orientée pour tous à l'intérieur d'universités. Voilà. Et mon idée, c'est vraiment de glaner des informations autour de ce que je repère chez mes patients, petits ou grands, puisque je reçois des personnes de tout âge, même si les petits-enfants, je préfère les orienter parce que j'ai vraiment une formation plus pour les adultes, voilà, mais je peux recevoir des enfants de temps en temps. Et mon idée, c'est vraiment que mon cabinet de psychologie soit un laboratoire pour moi, c'est-à-dire que je vois, tiens, voici telle problématique, j'essaie de me former, donc vraiment, je fais au mieux pour être adaptée pour ma communauté. Et c'est aussi l'occasion pour moi de me rendre compte des besoins qu'il y a. Il y a énormément de patients qui viennent me voir et qui sont des polytraumatisés. Traumatisés de leur propre existence, mais aussi traumatisés de choses dont ils n'ont pas idée, des choses qui relèvent de leur inconscient, des choses qui sont transmises, des héritages transgénérationnels. C'est en creux, c'est transmis en creux. Tout à fait, c'est transmis en creux. Et quand on ne sait pas ce que c'est, eh bien on est les pantins de notre histoire. Et c'est vraiment ce pourquoi je lutte, c'est que les gens se rendent compte de ce qui se joue d'eux-mêmes, que ça soit le système, comme on disait à propos de cette société sans papa, en tout cas qui se veut sans papa, pourtant il y a beaucoup de papas. Soi-disant, voilà. Soi-disant, voilà. Il faut savoir pourquoi ce discours-là se perpétue d'ailleurs. Exactement. Okay. Et donc savoir ce qui se joue de nous, que ça soit à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. C'est important qu'on ait des combats à l'extérieur, mais on a aussi de grands combats à l'intérieur. Et c'est vraiment la lutte vers laquelle j'oriente les gens, c'est leur dire, il y a plein de choses qu'on a à faire à l'extérieur, mais on a aussi un travail à l'intérieur à faire. D'ailleurs, c'est pour ça que Nègre Marron, l'art du marronnage, est complémentaire du convoi Réparation. D'ailleurs, M. Malsa sera présent aux 2 événements. Donc, on a énormément de ponts dans ces événements-là. Et mon idée, c'est vraiment, à travers Nègre Marron, l'art du marronnage, apporter cet éveil de conscience, c'est-à-dire ce travail à l'intérieur. Mais pour présenter un petit peu plus le projet, l'association est née le 12 octobre 2022, mais l'idée est née il y a un petit bout de temps. Donc, l'association s'appelle Marronnage, hein? Non. Nègre Marron, art au pluriel et tradition. Okay. Parce que justement, ce sont les 2 pôles qu'on a réunis, l'art et nos traditions, pour apporter des solutions à la population locale. Et Nègre Marron, pourquoi? Parce que le Nègre Marron, c'était celui qui apportait le feu et le sang en descendant le monde, mais c'était aussi celui qui construisait pour lui, par lui et pour ses semblables. Donc c'est celui qui se défaisait du système qui ne lui convenait pas et qui créait ce qui lui convient. C'est pour ça qu'on a fait le choix donc, du Nègre Marron d'Haïti, d'ailleurs, pour ceux qui le connaissent, qu'on a un petit peu modifié. On a changé la conque de l'ambi. D'ailleurs, ça ressemble un peu au drapeau martiniquais. Comme vous le voyez sur le flyer, hein, vous voyez cet Africain qui tient une conque de l'ambi avec la tête bien levée vers le ciel. Tout à fait. C'est ça. Pour souffler le son de la liberté. Sorti, oui. D'ailleurs, on aura un atelier pour apprendre à souffler dans la conque de l'ambi, accessoirement le dimanche. Et donc, pour parler du projet, donc l'association est née en 2022, mais l'idée est née bien avant ça. Comme je disais, quand je me suis rendu compte que les gens se faisaient tirailler par ces traumatismes intergénérationnels et ne savaient pas ce qu'ils devaient faire, ni même ce qui les tiraillait. Donc j'ai eu l'idée de faire une enquête de terrain. Me demander, mais tiens, on a beaucoup d'écrits, beaucoup d'auteurs, dont vous aussi d'ailleurs, docteur Smeralda, qui avez écrit sur l'impact et les conséquences de l'esclavage et de la colonisation sur les populations noires. Et je me suis dit, mais tiens, qu'est-ce que la population en pense? C'est-à-dire le lecteur qui lit peau noire, cheveux crépus, qu'est-ce qu'il se dit? Et c'était vraiment mon idée, c'est d'avoir le point de vue de la population et confronter ce point de vue à tous les professionnels, qu'ils aient écrit ou pas, comme vous d'ailleurs, qu'ils aient écrit ou pas, donc confronter le point de vue scientifique avec le point de vue, disons, des experts de leur histoire, c'est-à-dire la population locale. Donc confronter ces 2 expertises-là. Et donc on l'a fait de manière un petit peu ludique, je dirais, à travers l'événement, puisqu'il y aura un marché artisanal, enfin il y aura, je dis il y aura parce que c'est ce week-end, mais quand, cher public, vous verrez l'émission, ça sera déjà passé. Mais donc
Donc, il y aura un marché artisanal, une exposition d'art avec 4 artistes confirmés et des petits artistes locaux qui viendront présenter ce qu'ils ont, disons, sorti Mais d'eux-mêmes. quand vous allez reproduire l'événement, c'est bien que les gens comprennent que il y aura ce noyau dur de Tout à manifestation. fait. Oui, ces 3 pôles-là vont rester. Après, on aura des choses qu'on va pouvoir déployer autour, puisqu'on a fait le cœur du projet déjà pour cette première édition. Donc, le marché artisanal, l'exposition d'art et, je dirais, ce à quoi je tiens le plus, l'émigranage. C'est-à-dire le fait d'échanger à partir de points de vue différents. Donc, comme je disais, confronter le savoir expert, la science, avec l'expertise de l'histoire. Et cela, donc, avec une volonté en tout cas de rassembler les différences. C'est-à-dire qu'on a 2 grands mouvements. Je veux parler de la Martinique que je connais mieux, parce que je viens de la Martinique. On a 2 grands mouvements. On a une partie de la population qui, à mon sens, souffre d'amnésie, très sincèrement. Là, on est dans l'endormissement complet, mais enfin, je ne dis ça sans jugement. Oui, moi-même, j'ai eu à souffrir de ça. Mais on n'a rien reçu en héritage, c'est ça. C'est ça. On ne peut pas savoir ce qu'on ne sait pas, et ni même avoir conscience de ce qui se cache à l'intérieur de vous, donc de nous, pardon. Donc il y a vraiment cette amnésie qui est présente, qui est malheureusement nous demande de nous éveiller, de nous réveiller. Heureusement, les générations comme celle de mon fils sont de plus en plus au contact avec des personnes qui ont conscience de ces choses-là. Mais je prends mon exemple, à 18 ans, eh bien, pour moi, Fanon, c'était simplement le nom de mon collège. C'était tout. On se s'arrêtait à là. Et vraiment, donc, le choc fut terrible quand je suis arrivée en France. Donc, c'est vraiment une nécessité pour moi de dire, tiens, on a une partie de la population locale qui ne sait pas de qu'est-ce qui se passe en fait. Elle sait que des choses se jouent, ou même peut-être fait l'autruche pour certains, et on a de l'autre côté, eh bien, une population qui, elle, a soif de réparation, a soif de justice, a soif de... Parce qu'elle connaît, elle peut s'inscrire dans une chronologie. Tout à fait. Et donc, elle a des revendications qui sont... C'est ce que fait le MIR. Tout à fait. Aider à entrer dans cette mémoire. C'est pour ça que je disais, ne vous laissez pas voler votre moi demain. Tout à fait. Vous avez des idéologies à l'œuvre qui ne sont pas forcément soucieuses de préserver cette mémoire-là. Au contraire, ils sont en train de la grignoter en vous dispersant, alors qu'au départ, il y avait une concentration de préoccupations autour non seulement de la mémoire, mais du sens de la révolution anti-esclavagiste de nos aînés, de nos ancêtres. Voilà. Tout à fait. Et donc, pour résumer, Negmaron, c'est vraiment le mariage entre l'art et la psychologie dans une volonté d'apporter des réparations, mais à l'intérieur de nous. Évidemment qu'on s'intéresse aux réparations collectives, mais on s'intéresse dans Negmaron, l'art du marronnage, d'abord et avant tout aux réparations intérieures pour soi-même, mais aussi collectif. C'est-à-dire que collectivement, on gagne à se réparer collectivement à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, c'est vraiment la santé mentale, la psychologie qui est le cœur de l'événement, puisque voilà, je suis dans mon domaine à ce niveau-là. Et l'idée, c'est qu'on puisse donc échanger pour comprendre qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont les réparations auxquelles on peut accéder aujourd'hui dans le domaine de la santé mentale. Et cela peut passer par des solutions économiques, des solutions juridiques. Il y a énormément de voies par l'art, évidemment, puisque c'est le grand moyen qu'on met en avant à travers notre événement. Et l'idée, c'est vraiment de déployer les solutions qu'on voit ensemble et même qu'on pourra construire ensemble lors de cet événement, parce que chacun d'entre nous, nous avons nos points de vue, mais l'avantage de se rassembler, c'est qu'on peut construire une solution qu'on n'avait pas avant, parce que justement, c'est à ça que sert le migranage, c'est à créer des solutions qu'on n'avait pas avant grâce à ces différences qu'on a rassemblées. Et donc ça, c'est vraiment l'un des cœurs auxquels je tiens le plus dans cet événement, qui va toujours continuer à être une enquête de terrain, puisque les intervenants vont produire des choses après l'événement. Il y a la volonté de créer un essai à visée scientifique après coup, des carnets qui sont en train d'être écrits, dont un
qui était emmené le carnet d'enracinement, qui est une invitation à faire une enquête généalogique. Parmi les solutions qu'on propose donc lors de Negmaron, c'est l'enquête généalogique, comprendre nos ascendants, mais surtout comprendre ce qui s'est passé réellement. Pas juste collecter les noms et les prénoms, mais à travers le génosociogramme notamment, que j'aurai l'occasion de présenter le 7, et bien comprendre les enjeux. Pourquoi telle personne finalement n'a pas de papa? Pourquoi telle autre personne s'est mariée aussi jeune? Pourquoi y a-t-il eu autant de fausses couches? Pourquoi telle personne apporte un nom qui semble être un nom de béquet? Peut-être que justement c'est un béquet qu'on a dans notre lignée. Pourquoi telle personne a un faciès d'Ararouac, etc. Donc comprendre en fait les enjeux, les arrachements, les migrations forcés ou pas d'ailleurs, tout ça, les arrachements forcés ou pas. Et l'idée, c'est vraiment de comprendre les enjeux sur minimum 7 générations, ce qui est souvent un défi pour nous. Quand j'ai commencé ma propre enquête généalogique, franchement, il n'y avait pas grand-chose à trouver. Après ma grand-mère, c'était le vide total. Voilà. Oh là là. Donc, non, mais c'est très intéressant, mais il faut rappeler aux gens qu'on est dans le cadre d'un système. Et je sais que les idéologues utilisent beaucoup nos provenances différentes pour dire que oui, finalement, chacun va revendiquer une racine particulière. Mais il faut que les gens se rappellent que tout cela se déroule dans le cadre d'un système et que nous sommes socialisés de la même façon, que nous vivons, même s'il y a des préférences pour les plus clairs, etc. Mais c'est pas ça qui change la destinée, puisque la preuve, c'est que dans notre enclos colonial, même les mulâtres qui ont joué, les grands mulâtres, qui ont joué aux grands, pour être un peu des sortes de copies conformes des béquets, eux aussi, ils font partie de l'enclos colonial et ils ne sont pas sortis, j'allais dire, plus humains que nous, donc que les autres. Donc il faut faire attention au fait qu'on est dans un système, et je sais que vous êtes très, très, très nombreux et très systématiquement portés sur « oui, j'ai une goutte de sang blanc, j'ai du sang caraïbe, j'ai du sang indien ». Enfin, tout ça là, c'est pas comme ça que sociologiquement, ni anthropologiquement, on analyse forcément une société, anthropologie sociale. C'est d'abord par la culture et le cadre culturel dans lequel les gens évoluent. Et nous, n'oubliez pas de remettre son contexte colonial et la forme de socialisation qui prend racine dans le code noir que nous avons subi. Tout le monde a subi le code noir et continue à subir ses effets puisqu'il n'est pas abrogé. Donc c'est un bon rappel sur la question de la mémoire, mais c'est pour moi l'occasion de dire aux gens, attention, allons ne pas encore se disperser dans 1000 références identitaires. L'identité ne s'exprime pas en dehors d'un contexte culturel. Donc, même si vous retrouvez un petit peu de sang caraïbe, je sais qu'il y en a qui sont goulûment rattachés à ce sang-là, ok, parce que ça vous dit oui, j'ai pas que des ancêtres nègres, ou alors j'ai pas d'ancêtres nègres, regardez, voilà. Même si le faciès nous dit tout le contraire, on est dans quelque chose qui est absolument, pour moi, déplacé, déshonorant et presque malodorant. Il faut faire attention à ça. Nous sommes dans un contexte colonial, nous n'en sommes pas sortis, et le système de socialisation que nous avons subi, même si dans ce cadre fermé, on a fait des préférences pour les plus blancs, pour les cheveux moins ceci, pour les couleurs, les nez plus pointus, les bouches plus minces. Excusez-moi, nous sommes comme, voyez, ces espèces d'animaux qu'on amène à l'abattoir et on découpe, les bonnes parties ont un prix, les meilleures parties, mais le pauvre bœuf ou le pauvre cochon, il est quand même passé à l'abattoir et il a été abattu et on se sert bien de ces morceaux comme d'un tout pour faire, pour s'enrichir, etc. Bon, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu caricatural, mais c'est ça. Il faut qu'on soit prudent sur les discours qu'on nous sert. Et ces discours-là nous éloignent de nos réalités et justement, ce qui ferait que pour être un peuple, que nous tenons compte non pas de nos coloris un peu différents, de nos cheveux un peu ceci, un peu cela, de nos nez un peu plus pointus que celui des autres, il faut que nous regardions dans quel système nous évoluons.
C'est ça qui donne du sens à nos vies. Et peu importe, il y a des sociétés qui ont réussi à se constituer en entité pour combattre et expulser de leur colonialité. Donc il faut que nous soyons dans ces préoccupations-là. Donc le marronnage, alors ce que vous appelez le migonnage, je ne sais pas si tout le monde comprend bien. Le mot migonnage, c'est important qu'on se dise, en fait, on échange... Alors le bocantage, oui, c'est-à-dire que le bocantage, mais souvent ce sont des gens qui échangent et qui sont plutôt d'accord, alors que le migonnage a vraiment la volonté de rapprocher les points de vue différents. C'est juste l'homme, comme le migan. Avec le migan, franchement, ce sont des légumes qui vont pas ensemble, mais pourtant c'est délicieux une fois que c'est mis ensemble. Et c'est vraiment ça le migonnage, on a des différences dans nos points de vue, mais on peut comprendre qu'on n'est pas d'accord en fait, qu'on est d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord et malgré ça trouver des solutions. C'est vraiment cet élan-là à travers le migonnage. Pourquoi je tenais à ce que ça soit des différences? Parce que visiblement, on a des processus psychiques, disons, non seulement différents, mais amenant à des résultats différents, des points de vue très différents sur l'existence ou non de l'impact et des conséquences de l'esclavage et de l'accusation. Oui. Comme ça n'est pas enseigné, chacun se constitue dans son petit îlot une histoire, on va dire presque privative de ce qui nous est arrivé, et c'est ça qui est dangereux. Donc la nécessité d'enseigner l'histoire dans sa rigueur et sa chronologie, c'est très important, puisque si vous laissez autant d'espace ouvert, chacun va s'y engouffrer, notamment avec beaucoup on va dire, de tendances substantialistes, c'est-à-dire, comme on n'a pas d'éléments factuels, eh bien, on va aller chercher dans son sang, dans la goutte de sang béquée, dans tout ça, surtout qu'on nous a appris à mépriser nos ancêtres africains et que beaucoup de gens vont se réfugier dans l'idée qu'avoir du sang caraïbe ou du sang bétier, c'est plus honorable que d'être... qu'on relève de sang africain uniquement. Voilà. Donc, je pense que c'est vraiment important, comme vous le rappelez, de prendre le temps de prendre toute la largesse, disons, de nos héritages et de cette histoire dont on hérite. D'ailleurs, c'est le premier migonnage qui va se nommer, qui se nomme du coup, puisque ça sera passé au moment de la diffusion d'émissions, c'est que s'est-il vraiment passé lors de la déportation? Je précise déportation et non pas traite négrière. Traite négrière, c'est, disons, du langage commercial. Oui. Là, on est dans le juridique. Donc, que s'est-il passé lors de la déportation des Africains réduits en esclavage? Et sur la question de la traite, les Africains, les personnes avisées tiennent à ce que nous disions commerce. C'est encore plus clair. Et justement, parce que biens meubles. On ne peut commercer que des biens meubles. Que des biens meubles. Donc c'est du commerce, c'est pas une traite. Voilà, comme on l'a dit. Donc même sur le vocabulaire, il faut qu'on se mette d'accord. Et le migonnage, ce serait, comme vous l'appelez, ce serait une occasion aussi de travailler les concepts. Comment nous définir et comment le faire de manière assez consensuelle pour que nous n'ayons pas à nous retrouver à chaque fois que nous nous rassemblons dans des assemblées où il y a 100 personnes et 100 avis différents. Je veux dire, c'est exactement cela que veulent les dominants, de nous empêcher. Alors que d'ailleurs, de manière très systématique, très classique, le dominant est toujours celui qui se construit de manière unitaire, solidaire, et nous le disons tout le temps, regardez, les béquets sont solidaires, alors que ce sont des constructions. Et le dominé est toujours, j'allais dire, disloqué en 1000 morceaux. Donc c'est important que nous comprenions que même ces divisions que nous ne maîtrisons pas, elles sont une source de plus grande division encore et de difficulté à nous entendre sur une vision commune de notre histoire. C'est pour ça que j'ai parlé du système. Que les gens se rappellent que quels que soient nos faciès, nous avons été jetés dans le creuset de la plantation. Les coloris différents que nous avons viennent du libertinage des colons qui ont disposé des corps et des sexes de nos ancêtres et qui ont donné ce qu'on appelle des métis. Un mot qui n'utilise pas pour eux.
et qui Nous n'utilisent sommes pas des Noirs, pour... nous sommes des nègres, nous ne sommes pas des... Justement, c'est ce que je dis. Il faut que nous apprenions à considérer que ce creuset dans lequel on a foutu choc en bloc des gens qui venaient d'horizons différents a été d'abord pour les Africains un enfer, et pour ceux qui sont venus, ils ont vécu dans un contexte qui était totalement esclavagiste, pour les immigrants notamment. Donc c'est important qu'on comprenne que qu'est-ce qu'on prend en compte quand on parle de cette période de l'histoire? Le fait que le sang blanc qui a été versé dans les veines de nos mères était bonificateur, ou le fait qu'il a violé impunément, qu'il a semé des enfants partout et que personne ne lui retourne le problème en disant au contraire, ce sont encore les Noirs qui sont taxés de ne pas s'occuper d'enfants alors qu'on les a transformés en étalons. Et que sur 3 siècles, vous n'avez qu'une activité d'étalon, je veux dire, ça entre dans votre ADN, ça fait ce qu'on appelle de l'épigénétique. Donc c'est tout à fait explicable et compréhensible. C'est pour cela qu'il nous faut d'abord nous ajuster sur les concepts. Et la vision de l'histoire qui sera la nôtre, elle sera systémique et non pas substantialiste. C'est-à-dire, c'est pas dans nos faciès que nous allons trouver du sens, c'est dans ce que nous avons vécu en commun. Et qui reste la plantation, qui reste la colonie et qui reste une domination infernale d'un groupe humain sur plusieurs autres groupes humains. C'est ça qui doit nous créer nos liens de solidarité et nos préoccupations, être de nos préoccupations fondamentales. Voilà. Tout à fait. Et si je peux juste rajouter cela aussi, Neg Marron, c'est une volonté d'aller plus loin dans le détail en termes de compréhension. C'est-à-dire qu'on a parfois tendance à survoler les choses en ce qui concerne les conséquences réelles de ce petit bout d'histoire pourtant. Et l'idée, c'est vraiment d'aller dans le détail, de regarder point par point. C'est pour ça que dans les Miganages, on a d'abord l'histoire. C'est important qu'on ait les bases et qu'on sache sur quoi est-ce qu'on va partir pour réfléchir. Donc d'abord l'histoire. Ensuite, la représentation de soi. C'est-à-dire l'image. Comment est-ce que tout cela, l'esclavage et la colonisation, a détruit finalement l'image qu'on a de nous, la représentation qu'on a de nous. Et comment ces comparaisons aliénantes sont arrivées. C'est-à-dire que le regard de l'autre vient défaire complètement notre intérieur et nous offrir une image prête à être utilisée qui pourtant n'est pas nous. Comment est-ce qu'on a accepté à travers l'histoire d'entendre, mais tiens, tu es comme ça. Pourtant, il y a une conscience, même si elle est très petite, une toute petite voix presque qui ne s'entend pas, mais on a quand même conscience qu'il y a un petit quelque chose qui ne va pas, mais on l'accepte. On y accède même, c'est-à-dire qu'on cherche même à accéder à ce statut proposé et qui nous dit, ben oui, tu es comme ça. Et je pense que c'est important. Alors, on accepte, c'est tout relatif. Hein. Oui, quand je dis accepter, c'est... Voilà, oui, on n'est pas vraiment dans quelque chose qui nous laisse un choix. Tout à fait. C'est comme nos noms, nos patronymes. On a les patronymes des Blancs, et pourtant, ou ceux qu'on a inventés par onomatopée de manière la plus méprisante qui soit. Mais on est comme ça. Quand ce sont les autres qui vous ont dénommé, vous comprenez l'ampleur de votre domination. Et si vous ne le savez pas, eh bien, on a un problème au niveau d'accès même à cette connaissance de ce que signifie l'identité qui est déclinée par le nom. Surtout qu'en Afrique, le nom, mon Dieu, quelle chose extraordinaire. C'est une histoire anthropologique à n'en plus finir. Tout à fait. À travers le nom, d'ailleurs, on marchait dans la puissance de ses ancêtres. Tout est dit, tout est dit. Donc, on est dans tellement de ruptures. Mais si vous permettez, je retiens ce que vous avez dit, c'est que nous sommes... Je retiens le fait que, en fait, on parle très vite, de manière très évasive de cette période. On dit l'esclavage et puis on pense qu'on a fait son devoir, quoi. Voilà. Mais l'esclavage, très concrètement, au quotidien, par le détail, dans la vie des gens, la destruction, véritablement, quand on relit le Code noir, on le voit, la destruction programmée, systématique, méchante, violente de l'être qui était l'Africain. Il faut que les gens aient conscience de ça. D'ailleurs, je fais avec la Guadeloupe des émissions sur le Code noir, et les gens sont... Alors que
voilà, il n'est pas abrogé et que les gens croient que voilà, c'est une histoire passée et découvrent avec stupéfaction ce que signifie ce code noir. Parce que c'est pas seulement de l'accélératesse qui était à l'origine de la prise, le machin, enfin cette décision de régler ou réglementer les liens soi-disant entre maîtres et esclaves à travers ce code noir. Il y a une volonté depuis les origines de détruire le peuple noir. On a parlé de déshumanisation, de dépersonnalisation et de désexualisation. C'est-à-dire de réduire à l'état d'objet. De chosification en fait, comme le dit la Césaire. La symbolique du code noir qui transforme l'Africain en meuble vous dit justement cette volonté-là de déshumaniser. Il faut que vous l'entendiez dans ses répercussions à tous les niveaux. Oui. Tu as dit sexualité, humanité. Dépersonnalisation. Donc il y a une volonté de détruire le peuple noir qui est très ancienne. Faites bien attention aux idéologies que vous allez embrasser, la manière que vous aurez de parler. Et puis surtout cette manière un peu couable de dire « Ah oui, j'ai rien à voir avec l'Afrique. Mes autres nègres, c'est africains. Vous êtes sortis de quelque part. Enfin, je veux dire, vous n'avez pas été balancés depuis les hauteurs du ciel. D'ailleurs, je ne sais pas si vous auriez survécu. Vous n'êtes pas partis dans les airs. Vous venez bien de quelque part. Cette racine-là, elle est puissante. Elle est celle des origines de l'humanité. C'est à vous de savoir quelle idéologie vous allez adopter pour vous définir. Donc, c'est important qu'on continue à faire ce travail-là parce qu'il paraît qu'on est passéiste. Et dans votre activité de psychologue, vous êtes en train de nous dire que beaucoup de gens viennent avec des maladies, des malaises, mais qui ne savent pas identifier l'origine de ces problématiques. Tout à fait. Moi, je voulais juste ajouter, c'est vrai que les Guadeloupéens, ils expriment ça très très bien. Ils parlent de démounage. C'est vrai, c'est-à-dire que c'est enlevé. Tout ce qu'on c'est enlevé, donc voilà, enlevé donc de l'humanité, c'est ça. Mais je pense qu'il y a encore une donnée à ajouter. On parle beaucoup de créolisation. Quand on a dépersonnalisé, quand on a déshumanisé, eh bien on créolise. C'est-à-dire qu'on a donné aux nègres l'idée qu'ils faisaient partie d'une sorte d'entité qui devait partager les goûts et les couleurs et se soumettre aux idées du colon. Si bien que le noir, l'Africain, on lui a dit de se représenter dans ce cadre-là, comme le blanc le voit, c'est-à-dire que on créolise en faisant des êtres humains comme nous, des personnes qui se voient inférieures aux blancs. C'est terrible et on l'accepte. C'est pour ça que vous dites, je ne comprends pas, les gens ne se disent pas que ce n'est pas normal. Non, en fait, les gens... La démarche qui a commencé depuis l'arrivée dans la colonie, eh bien, ça a été de faire en sorte que les Noirs se voient inférieurs et trouvent normal de se voir inférieurs. Ils sont créolisés, c'est-à-dire, on leur a dit, adoptez ça, on veut que vous vous fondiez dans ce moule-là. Mais ça n'a jamais, on voit ça au travers de la fameuse association Tous Créoles. C'est-à-dire, vous n'êtes pas africain, vous n'êtes plus africain. On leur a fait faire le tour de l'arbre de l'oubli 3 ou 4 fois en Afrique. Quand ils arrivent ici, on leur dit encore, oubliez qui vous êtes. Et puis maintenant, on va vous dire qui vous êtes. Vous n'êtes pas des hommes, vous n'avez pas le pouvoir d'être des pères. La fameuse désexualisation. Vous n'avez pas le pouvoir d'être des êtres humains. Voilà, vous serez des créoles, c'est-à-dire des êtres sur lesquels nous allons fonder notre puissance. Et vous devez vous voir comme ça, c'est-à-dire des objets, des choses. Et vous devez vous représenter comme étant des créolisés. Et beaucoup de Martiniquais admettent encore la supériorité du colon, admettent d'aller dans une association comme Tous Créoles. Je suis désolée, c'est admettre que le colon qui s'appelait le créole a fait en sorte que nous venions dans son parc animalier. Dans son parc animalier, c'est-à-dire des choses, et puis je dis animalier, mais chosifié. Comment on pourrait dire ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment on pourrait dire ça. Voilà. Et donc, nous sommes dans ce fameux... Tu en parles beaucoup, Juliette, avec Milka, dans tes différentes émissions. Le phénomène de créolisation a accentué effectivement cette soumission, cette aliénation. Mais ce que je voulais dire dans ce qu'elle disait, c'est tellement important, parce que c'est très riche. Je suis vraiment émue de voir qu'il y a des gens, pendant que nous réfléchissions, et à côté, qui réfléchissent et on aboutit au même résultat. Et qui agissent. Ce que tu appelles réparation,
intérieur, et c'est très bien d'axer ton marche sur ça, ça s'appelle pour nous, c'est auto-réparation. Et c'est la marche que nous faisons toutes les années. C'est ça l'auto-réparation. Quand nous marchons comme ça, nous disons, nous allons gagner la bataille de la réparation. Nous marchons pour ça. Symboliquement, c'est ce que nous voulons. C'est-à-dire, nous voulons qu'on nous restitue notre dignité, notre humanité, et nous voulons prendre en main nous-mêmes notre destin en tant qu'afro-descendants. Parce que c'est ce que nous sommes. Nous sommes des afro-descendants. Ce n'est pas fonction de notre couleur de peau, et c'est Dominique Monotuc le dit très bien dans son livre. Nous n'avons pas la vision essentialiste. Il faut abandonner cette vision essentialiste du monde qui dit, bon, le blanc, c'est celui qui a les cheveux lisses, qui a la peau blanche, qui a les... Bon, le noir, c'est celui qui a les lèvres épaisses, qui a la peau noire. C'est pas, nous n'avons pas... Il faut laisser cette vision-là, parce que nous ne sommes pas des êtres biologiques. Et bien, elles ne sont pas de nous. Nous sommes des êtres spirituels. Ces ne sont pas de nous. Voilà. Donc, il faut abandonner cette vision essentialiste-là pour aller vers la vision que nous avons toujours eu, la vision de ce que nous sommes. De ce que nous sommes. Et ça, c'est effectivement la démarche que vous êtes en train de faire quand vous parlez effectivement de réparation intérieure. On appelle ça autoréparation. Et l'année dernière, nous avons fait un colloque qui va tout à fait dans le sens de ce que tu dis. On a fait un colloque sur mieux... J'ai le même problème. Non, avec c'est ma l'eau. gorge. Je crois qu'il y a des virus qui courent un petit peu partout. Ça s'appelait, tu te souviens, mieux connaître le crime pour mieux le réparer. Il faut connaître ce crime-là parce qu'on ne pourra pas mettre en pratique ce que nous voulons, ce que nous allons amorcer si on ne connaît pas le crime. On a déjà marché pendant 22 ans. On est en 23e convoi. On a fait un convoi l'année dernière qui s'appelait la réparation, c'est remettre l'humanité, c'est la solution en fait pour l'humanité. Et bien maintenant, on va rentrer dans la partie pragmatique. C'est-à-dire que, comme tu disais, il faut effectivement mieux connaître. Quand tu disais, il faut qu'on arrive à sortir les choses de l'intérieur de soi, mais réparation intérieure qui va permettre réparation effectivement de manière pragmatique, la mise en œuvre de systèmes qui nous est propre et qui vont nous permettre d'arriver à la réparation. Donc moi je pense que le travail que tu mènes au niveau de la santé mentale et tout ça, ça va tout à fait dans le sens de ce que nous avons déjà abordé dans plusieurs thèmes et ce que nous continuons d'aborder puisqu'on n'a pas fini quand on voit comment des associations comme Tous Créoles, des choses comme ça, des trucs totalement... Pour moi, je trouve que c'est une association raciste, discriminante, tout ce que tu veux. Ces associations-là existent encore. Il faut que nous nous battions pour que ces gens-là comprennent que ce n'est pas possible de se flageller comme ça. On ne va pas demander aux Juifs d'aller se mettre avec les nazis pour faire la réconciliation. On peut leur demander de choisir un autre mois pour faire leur... c'est ça. Vous nous avez tués, vous avez fait des fours crématoires, c'est pareil. Les descendants, on ne va pas demander aux néo-nazis, aux Juifs de s'allier aux néo-nazis. Et vous continuez. Peut-être que ce sont les descendants d'eux et que ce ne seraient pas les... Non, ils sont toujours en train de receler les biens qui sont issus de l'esclavage. Hein. Ils ont leur fortune là, c'est fondé sur le travail de mes grands-parents qui remontent à 3-4 siècles. Ils ne lâchent rien. C'est ça. Ils ne lâchent rien. Donc moi je ne vais pas m'allier avec ces gens-là. Je ne vais pas m'allier avec des blancs créoles, des béquets qui sont toujours assis sur le travail, leur fortune est assise sur le travail. Donc, effectivement, moi je dis que ces associations-là qui drainent des gens que l'on méprise, que l'on écrase, et qui croient qu'ils s'appellent créoles alors que créole ça ne veut rien dire. Il faut qu'on se situe dans le monde. On ne peut pas se situer dans le monde. C'est comme si vous allez dans tous les pays sont issus de brassage. Ces gens-là ne s'appellent pas créoles. Je suis désolée, la France est issue du brassage gallo-romain, franc, barbare et tout ça. C'est bien que ces gens-là ils sont des Français. Tout à fait. Ils disent pas que nous sommes des créoles parce qu'en fait, il y a un petit gallo-romain qui est venu là. Ouais. Après, il y a eu les Ziganes qui sont passés par là. Non, et comment les Martiniquais s'appellent créoles? Alors, c'est intéressant, on a toujours beaucoup de choses à dire. Oui. Moi, je dirais que nous ferions confiance à Tous Créoles, éventuellement, si l'un de ces premiers combats était de demander à la France d'abroger ce fameux code noir qui n'est toujours pas abrogé. Et donc, ils sont en train de nous demander d'être résilients sur la base d'un code qui, juridiquement, a institué le peuple noir, enfin la population d'ici,
comme meuble. Et nous ne sommes pas sortis de ce statut-là. Donc faites bien attention, vous qui... Bon, je sais que le système trouve toujours des petites mains pour venir l'aider à convaincre les Martiniquais pourquoi ils sont résistants comme ça, pourquoi ils ne comprennent pas, pourquoi ils ne veulent pas, pourquoi ils sont méchants vers les béquets. Parce que bien entendu, les béquets n'ont rien à se reprocher, n'est-ce pas? Et puis, toute la mainmise sur l'économie, non, elle n'existe pas non plus. D'ailleurs, il y a quelques, même chez eux, des gens qui leur disent, mais lâchez un peu du lest, laissez une petite place pour les gens d'ici. Mais non, ils ont accaparé toute bagaille là et puis ils ont trouvé des bons... on voit ce qu'on appelle des nègres domestiques, pour leur donner un coup de main dans cette manière de ne pas respecter quand même notre peuple. Je trouve ça hallucinant qu'ils viennent squatter le mois de mai pour raconter des balivernes à nos gens et pour demander aux gens, comme le faisait Diffin de Jard, de se réconcilier en faisant venir des psychiatres. Donc continuer soi-disant dans un discours qui veut qu'on se libère, etc., continuer de vouloir nous prendre pour des esprits un peu dérangés, puisque la violence qu'on reproche au peuple noir, c'est celle-là. Mais elle est où, la violence? Ça, cette manière de procéder. Donc, attention, le code noir n'est pas abrogé. Et si vous allez dans Tous Créoles parce que vous trouvez que c'est une philosophie moderne de définir votre identité, une manière moderne de définir votre identité, mandez-yo, abrogez code noir. Parce qu'ils vivent toujours. Demain matin, on décidera de vous foutre en esclavage. Et vous le serez. Parce que vous n'aurez, comme disait ce curé allemand là, vous n'aurez plus personne pour vous défendre. Et ceux-là qui vous ont foutu en esclavage, dont les ancêtres vous ont foutu en esclavage, ne seront pas là pour vous sortir d'affaires. Faites comme vous voulez, mais on essaye d'être des lanceurs d'alerte. Je voulais vous signaler, dans ce livre-là, Impact du racisme sur l'estime de soi des Noirs, dans ce livre-là, il y a la nécessité de défendre votre statut de victime de l'esclavage et pas d'écouter ceux-là qui vont vous dire que vous jouez aux victimes. Faites bien attention parce que c'est le discours-là que vous allez entendre. Ouais. Vous ne jouez pas aux victimes. Vous êtes des victimes, je vous le rappelle, et puis sur les questions essentielles d'estime de soi, de comprendre d'où nous viennent nos problèmes, c'est le travail qui est fait aussi dans ce livre-là pour vous aider. Et je suis très heureuse parce que j'ai beaucoup de retours de gens qui me disent « Je suis enfin fière de moi, je comprends ». Je comprends, et cette chape de plomb qu'on fait peser sur moi chaque fois qu'on me dit que je suis responsable de tous mes malheurs, eh bien tout d'un coup j'ai compris que ça n'est pas la bonne démarche. Et j'ai compris que c'est en analysant le système, en tant que système, que je sais que je suis une victime. Et donc, n'allez pas laisser les gens vous dire que vous êtes victimaire. Dites-leur plutôt de demander au système de réparer l'état de victime dans lequel il vous maintient. Parce que code noir non abrogé, ça signifie statut empirique d'esclave et de choses. Et code noir signifie meuble pour nous, donc nous c'est des meubles toujours. Alors attention dans les pseudo-discours que vous développez là, parce que nous, à Martinique, on a l'art d'édulcorer la réalité, de prendre les choses par les mauvais bouts. Faites bien attention, je vous le dis de manière absolue. Faites attention aux discours, parce que le mois de mai est envahi de discours qui vont vous disperser, vous envoyer dans tous les sens. Et je sais que nous sommes déjà chaotiques dans nos têtes, donc restez centrés. Restez centrés sur les personnes qui viennent vous dire où est le centre. Voilà. Je peux rajouter un mot à ce que tu dis, Juliette. C'est très important que il faut ce que je veux dire au peuple martiniquais qui serait tenté par les sirènes d'un certain nombre de personnes qui voudraient concilier sans effectivement comprendre la nécessité de réparation. Je voudrais leur dire, regardez là, maintenant, à l'heure actuelle, comment la caste Biquet a empoisonné le peuple martiniquais. Moi, j'étais l'avocat de ce dossier, c'est moi qui présentais la plainte. J'ai un dossier en main qui montre que ces messieurs, monsieur Ayotte,
celui Yves Ayotte, que de Lucie, tout ça, ces gens-là sont allés, se sont déplacés pour demander le poison, alors que les fonctionnaires d'État leur disaient c'est du poison. Ils ont dit donnez-nous quand même le poison, on veut faire de l'argent, on veut tuer le Charançon. Donc ils ont délibérément empoisonner les Martiniquais parce avec que l'appui de quelques-uns des nôtres. Des personnes. Et ils l'ont fait. Ils continuent encore. Regardez autour de vous. Ils sont en situation, en position dominante en matière commerciale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'à laisser rien. Il n'y a aucune espace. Ils ne nous laissent rien. Ils ont tout. Ils sont en train, en ce moment, de faire des montages pour tuer les petits planteurs. Les ouvriers agricoles, ils font tout pour que ces ouvriers ne soient pas indemnisés. Ils sont en train de jouer sur on est en train de faire des tests pour voir l'état, comment l'épidémie est dans le monde agricole. Eh bien non, ils manipulent les tests pour faire croire qu'il y a moins de personnes malades. Ils font des manipulations de manière permanente. Ces gens-là sont toujours les enfants, les héritiers de leur père. Ce sont toujours les nouveaux. Ils sont à l'état actuel des choses dans la situation de colons criminels via le chlordécone. Ils sont toujours dans des situations de domination totale en matière économique. Je ne vois pas comment on peut me dire aujourd'hui d'aller me concilier avec des gens dont les pères ont torturé les miens et qui sont toujours en train de nous frapper, de nous tuer. Ils sont dans le déni. C'est comme si vous aviez Hitler toujours dans ces cantons en Asie. Vous avez encore Goebbels et puis on vous dit allez les voir, ils sont gentils. C'est ce qu'on est en train de nous dire, mais c'est grave. Je voulais rajouter. Goebbels peut vous taper sur le dos et vous dire alors mon ami, et puis à côté, voilà. Et vous avez des parents qui sont en train de crever avec le chlordécone, mais vous allez me dire allez voir Monsieur de Lucie, mais voyons, Monsieur de Jam est très gentil, Monsieur Marot des Grottes, il n'y a pas mieux. C'est quoi ça? Et quand ils se portent partie civile? Oui, en plus ils se portent partie civile, parce qu'il faut savoir que les représentants de l'UGP, ils utilisent tout le système parce qu'ils le connaissent. C'est porté partie civile, alors que nous voyons dans le dossier qui c'est qui était le président à un moment donné qui c'est qui a eu la dérogation. Vous savez que les dérogations étaient accordées à un groupement bananier, la SICABA. Ça n'a pas été fait de manière un arrêté impersonnel qui concerne tout le c'est institutionnel. Ça a été donné à SICABA les 2 dérogations. Alors qu'on a interdit le produit en France parce qu'effectivement c'était trop gros. En 1990, on donne des dérogations jusqu'en 93. Au béquet, on envoie monsieur le Yves Ayotte, président de la SICAB. Voilà, non mais attendez, vous allez vous concilier avec des gens et puis qui viennent vous dire, mesdames, qui viennent dire aux Martiniquais en pleine face, pas de repentance. Il n'y aura pas de repentance. Mais Touscarel n'est pas dans cette démarche-là. Comment? Touscarel n'est pas dans cette démarche. La question c'est à quel moment les nôtres comprendront qu'ils sont en face d'une association qui n'a qu'un désir, c'est celui de couper toute forme de légitimité aux revendications du peuple qui a subi ces crimes et qui continue. J'ai fait une émission sur l'empoisonnement des ouvriers. Vous n'êtes pas très nombreux à l'avoir regardée malheureusement, mais allez-y, elle est sur ma page YouTube. Regardez ce que les ouvriers, ce dont ils témoignent en matière de crimes. C'est une horreur. Donc vous avez des gens qui viennent sans arrêt investir le champ de la société, l'espace social, pour vous dire qu'ils sont gentils, qu'ils veulent la résilience, mais qui ne cèdent pas un millimètre du sens de leurs intérêts et qui vous démontrent de cette façon-là qu'ils n'ont aucun respect pour vous, que vous n'êtes pas des partenaires, que ce que vous pouvez dire ne compte pas et que c'est leur vérité, qu'ils vont vous fourguer d'une manière ou d'une autre avec l'appui de l'État. De l'État, mais surtout des nôtres, comme ceux qu'on voit actuellement, Marie-Josée Ali et d'autres qui ont Romana, des gens qui viennent dire mais pourquoi vous êtes si méchants vers les béquets? Parce qu'ils sont très gentils. Et donc on a déplacé le centre des problèmes pour nous toucher, puisque le nègre est émotion, n'est-ce pas? Pour nous toucher émotionnellement et nous culpabiliser en disant pourquoi ce sont des Martiniquais comme vous-même, pourquoi vous ne les aimez pas? Eh bien on est tout à fait dans un chantage qui est vraiment
qui relève d'une manipulation, mais vraiment insane, qui sent mauvais. On ne peut pas jouer comme ça avec les cerveaux de gens qu'on a cru être des imbéciles et qui analysent tous les jours ce qui leur arrive. Il faut que vous, qui essayez de vous situer dans un débat, que vous mettiez au centre ce qui est essentiel et ce qui est contingent. On ne peut pas continuer à empoisonner les gens. Regardez notre population. En moins de 10 ans, elle a triplé de volume. Ça vient d'où? N'est-ce pas les aliments qu'on leur met, industriels, qu'on leur met dans... Et le manque de ressources qui fait que ceux qui ont 500 € par mois pour vivre, parfois 400, eh bien, ils s'empiffrent de produits industriels. En moins de 10 ans, notre population a triplé de volume. Ça veut dire quoi? On vous aime là et vous avez envie de résilience et vous n'exigez rien. Il faut que vous sachiez donc où vous voulez aller et comment les gens qui investissent le champ de votre quotidienneté là pour vous tenir des discours mensongers, comment ils ne vous aiment pas. Vous devez être en mesure de comprendre qui vous aime et qui ne vous aime pas. Si vous ne savez pas distinguer entre ces deux pôles, ça veut dire que voilà, vous êtes handicapé du cerveau et je crois que ceux qui sont en train de nous traiter comme ils le traitent, quoique nous le sommes, mais non, enfin, on va se réveiller pour donner à notre cerveau son rôle de balancier, enfin, qui comprend, qui équilibre et qui voit. Et nous avons assez commis de textes pour vous aider à voir clair. Donc allez-y, écoutez, faites, je répète, le mois de mai, c'était le vôtre. Essayez de ne pas vous laisser disperser. Faites les choix qui vont vous permettre de mieux saisir le sens de l'esclavage, du code noir non aboli, des assauts de tous créoles pour vous empêcher d'entendre, parce que les bruits qu'ils vont faire là sur tout un mois, ça a du sens, hein, idéologiquement c'est puissant, ça a du sens. Ne vous laissez pas, comment on dit, distraire, et puis soyez dans vous-même, quoi. C'est vous qui souffrez, vous savez, vous devez pouvoir dire « je souffre et je n'accepte pas d'entendre, etc. » Est-ce que Laura, on va laisser donc le reste du temps à Corinne. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Vous voyez, votre démarche et vos propositions intéressent beaucoup. Moi-même, je vais faire une intervention. Tout à fait, voilà. Sur la famille précisément. Voilà. Parce que comme je disais, c'est important d'aller dans le détail. Et la famille fait partie des structures qu'on a disloquées dans notre communauté. Donc c'est important de comprendre comment ça s'est passé et qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui. Alors qu'est-ce que je peux rajouter? Eh bien, c'est vrai que cette émission sera diffusée après, mais on sera toujours présent sur les réseaux sociaux. Il y aura tout ce que vous allez voir en termes de communication sera toujours disponible après, donc on pourra échanger. Et précision très importante, le questionnaire qui sera diffusé lors de l'événement sera disponible encore pendant 2 mois après l'événement. Ça veut dire que le questionnaire, vous pourrez toujours y répondre et donc vous pourrez participer à l'enquête de terrain. C'est une enquête de terrain à laquelle je tiens énormément parce que c'est important qu'on sache où est-ce qu'on en est. Et donc l'enquête de terrain, et évidemment les carnets qui vont arriver pour certains, et le premier qui est déjà disponible, le carnet d'enracinement, avec une invitation à faire un génosociogramme et pas uniquement un arbre généalogique, donc comprendre ce qui s'est passé pour nos aïeux, pour comprendre ce qui se passe pour nous-mêmes. Et on revient au mois de novembre 2024. Et pour ceux qui sont en France, parce que je sais que Raison Pratique est très écoutée en métropole aussi, eh bien, on va être en novembre 2023. Alors, je ne suis pas encore sûre du lieu, mais en tout cas, suivez. Et en novembre 2023, on va faire une restitution donc, des premières compréhensions de l'enquête de terrain. Et on sera là aussi, je pense qu'on organisera aussi des migandages, mais ça ne sera pas le même format, mais ça sera toujours aussi intéressant. Donc rendez-vous en novembre 2023 et en novembre 2024. Vous avez un site ou envoyez negmarron.fr. On est aussi sur les réseaux sociaux, negmarron-du6 expo, Instagram, Facebook,
TikTok d'ailleurs. TikTok, voilà. Donc on est disponible Instagram. et moi-même je suis très disponible, donc faut pas hésiter à me contacter. Voilà. Alors, Laura n'est pas en métropole, parce que je n'ai pas trouvé ça sur la carte. Donc, Laura fait un bon travail de déconstruction important. Ah, lui fait merci. Laura Moi aussi, j'ai besoin de Laura est en France. Non, on a tous à déconstruire quelque chose, puisqu'on est... Voilà, alors, je vous laisse la parole pour présenter donc le 23e convoi pour la paix organisé par le MIR et qui, chaque année, propose d'aller un peu plus loin, à la fois dans la déconstruction de ce qui est arrivé à notre peuple et puis dans la construction de choses sur le plan de la gestion de nos destinées par nous-mêmes. Ouais. Oui, alors ce n'est pas un convoi pour la paix, Juliette. Donc, tu as fait lapsus là. C'est un convoi bas réparation. Pour la paix. C'est Fondas C'est Fondas la paix, d'accord. Nous, on a choisi ce thème-là qui est dans l'air du temps. Bien sûr. On voit qu'en ce moment, il y a un grand éveil. Et je crois que cette association en est la preuve. Il y a un grand éveil chez les afro-descendants, aussi bien en Afrique qu'ici d'ailleurs. En Afrique, on a vu tout ce qui se passe au Mali, au Burkina. Le monde noir fonctionne. On a un éveil on a un éveil des peuples qui aspirent à la liberté et surtout à la souveraineté. C'est-à-dire qu'ils disent aux colons, anciens néo ou colons, partez. Nous ne voulons plus de nous. Nous voulons construire notre pays. Nous voulons effectivement, nous aspirons à la souveraineté, à la liberté. Donc il y a un réveil des peuples qui fait que les afro-descendants d'ici se sentent un petit peu confortés dans leur démarche. C'est extraordinaire, on va pouvoir faire des ponts. On avait déjà commencé à des convois de reconnexion. On était allé au Bénin, on était allé au Sénégal. Donc on avait déjà ce lien-là. Et donc on s'est dit que c'est le moment de faire ce lien-là, de mener au convoi ce thème-là, parce que c'est important qu'on construise cette paix-là au travers de la réparation. Alors, on a donc décidé d'arrêter ce thème-là, d'autant plus qu'en ce moment, on constate qu'au niveau de la Martinique, il y a là aussi, ça bouge partout, et la France commence à avoir des effets grâce à un certain nombre de personnes, dont des panafricanistes d'ailleurs très connus, sur ce qui se passe. Donc on a décidé d'appeler le convoi Fondas la paix. Parce que la paix, c'est ce qui advient quand on a un monde reconstruit, un monde solidaire, un monde exempt de guerre, quand on peut avoir un développement harmonieux. Mais pour faire tout ça, donc c'est aussi un thème majeur du convoi, il faut donner du corps à la réparation. Alors on a fait beaucoup d'auto-réparation jusqu'à présent, on a fait beaucoup de conférences sur, on a eu l'épigénétique, on a eu plein d'auto-réparation. Et maintenant, on va vers, parce que ça c'est le 23e convoi, et qu'on a tout ça autour de nous, on a la force avec les pays africains qui relèvent la tête, on peut maintenant essayer de faire comprendre aux Martiniquais, parce que notre but c'est quoi? C'est de faire comprendre aux Martiniquais que la réparation est nécessaire. On a eu tellement de coups. Tu as dû savoir ça. Comment pouvez-vous concevoir une telle démarche, quelle forme ça va prendre? Comment peut-on réparer? C'est vieux, on ne peut pas réparer. Donc on a eu tellement de trucs comme ça, on s'est dit mais non, il faut que les gens maintenant comprennent. C'est pour ça qu'on a d'abord fait ce fameux, l'année dernière, ce fameux colloque, cette fameuse conférence sur mieux connaître le crime pour mieux le réparer. Et là maintenant, on advient à la réparation, il va nous amener à la paix. Alors cette partie pratique-là va être dans le convoi, dans les conférences qu'on va organiser. D'abord, la première conférence qui est celle qui est animée par M. Malsa, le président, et qui s'appelle Souveraineté et réparation, consubstantielle à la réparation. Parce que on ne pourra pas avoir vraiment de réparation si, de manière souveraine, nous ne décidons pas de la forme que nous donnons à la réparation. Là, on est dans la réparation collective. Tout à l'heure, tu parlais on agissait de l'intérieur, on est dans l'extérieur, là, maintenant. On est dans le collectif, on ne peut pas être... Si on n'a pas la conscience de la souveraineté, si on ne va pas vers la souveraineté, c'est-à-dire la maîtrise la plus totale de l'aménagement de notre pays à tous les niveaux,
on ne peut pas effectivement mettre en place la réparation. On va encore laisser les colons venir nous dire, bien, on va vous mettre un mémorial là, comme d'ailleurs ils le font là en ce moment. On a une association avec Romana d'ailleurs, qui est constituée qui est dirigée par un ancien ministre, qui dit, on va faire un mémorial par-ci, on va mettre ça là, on va faire des petites manifestations comme ci, comme ça. Et puis ils sont toujours à la tête. On va faire le mémorial acte, n'est-ce pas? On va faire une série de petits trucs comme ça. Ça, c'est pas de la réparation. Ça, c'est encore la récupération de notre démarche pour se faire du fric, se faire voir, pour se faire valoir. Donc, nous, on dit que la véritable réparation passe d'abord par la souveraineté. Donc, c'est ce thème-là qui sera abordé le 10 mai par M. Balsa. Et une autre conférence sera organisée le 19 mai où interviendront le 19. Alors, le 10 mai, c'est à Rivière-Pilote, salle Lumina Sophie. Et le 19 mai, ce sera au Lamentin, c'est à l'IMES, c'est ça? L'Institut martiniquais du sport. Donc, l'IMS. Dans la deuxième conférence, on devrait être encore plus pratique, on va aborder la réparation globale et intégrale. Et on a deux intervenants, un intervenant panafricain, un historien panafricain qui s'appelle Amzrat, c'est ça, Amzrat Boukari, qui va parler de la réparation, la vision de la réparation dans le panafricanisme, et un autre intervenant qui est une chercheuse qui vit aux États-Unis, qui s'appelle Madame Anita Vitekangolo, qui va nous parler effectivement de cette vision de la réparation globale et intégrale. Donc, ce convoi-là, pour moi, il me semble peut-être, avec celui de l'année dernière, parce que celui de l'année dernière, c'était un remède, on a fait comprendre bien comment c'était le remède, c'était vraiment important. Celui-là, on va maintenant dans le concret. C'est ça qui va fonder là, c'est ça qui va nous permettre d'aller en avant. Parce qu'on a beaucoup marché, on a marché depuis 22 ans en marche. On s'auto-répare, on discute, on parle, c'est important, les échanges pendant la marche, les conférences et tout ça. Là maintenant, on va aborder des choses de manière beaucoup plus pratique, plus pragmatique. Et avec ces conférences, on espère qu'on va aborder des thèmes qui vont faire comprendre aux gens que la réparation, c'est pas un vœu pieux, comme on dit, mais que c'est une réalité. Parce que sans cette réparation-là, si on laisse les choses aller comme ça, on va sombrer dans une espèce de... On a perdu. On a perdu parce qu'on voit bien comment il y a des associations qui rebondissent contre nous, genre Tous Créoles, parce que Tous Créoles, c'est quoi? C'est dire aux gens, vous n'êtes pas africains, vous n'êtes surtout pas africains, vous n'êtes pas européens non plus. Vous n'êtes pas amérindien, mais vous n'êtes pas africain. Pourquoi? C'est-à-dire que quand on va admettre qu'on n'est pas africain, on n'a pas de réparation. Ou la réparation. Ce sont des Africains qu'on a pris en Afrique pour amener en esclavage. Ce sont des Africains à qui on a mis des chaînes aux pieds. Ce sont des Africains qui ont travaillé et qui ont eu des enfants pendant l'esclavage, jusqu'à nous. Ce sont des Africains, ce ne sont pas des huluberlus, même si effectivement parmi ces Africains, des Blancs violaient des femmes et il y avait comme on dit, entre guillemets, des métis. Mais ces métis-là, c'était des Africains, parce qu'ils se considéraient Africains, ils étaient élevés par les mamans, et ça a continué comme ça. Et c'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas une question de couleur de peau. On ne va pas se situer africain parce qu'on est noir ou on est plus foncé. On est nègre parce qu'on est dans la culture nègre. On est descendants de ces gens-là qui ont été effectivement pris en Afrique et réduits en esclavage. Donc, quand on nous dit qu'on est créole, on nous prive de réparation. Il faut faire très attention. C'est une manière de dire vous n'avez pas droit à réparation. On maintient l'idée que nous sommes la propriété des Blancs. Voilà. C'est ce que ça signifie. Vous n'avez pas droit à réparation. Parce que nous vous avons nommé, parce que c'est eux en plus qui nous nomment comme ça, nous ne sommes jamais... Que le mot créole, ça vient de celui qui est né blanc, né dans les colonies. Donc, c'est leur mot. Et eux, ils se permettent de nous nommer comme ça, de nous priver de nos ancêtres. Alors il y en a qui disent, mais pourquoi est-ce qu'ils veulent se dire, j'ai entendu Romana dire une chose horrible, mais vraiment horrible. Le gars dit, ils se prétendent africains, ils veulent se dire africains, au lieu de dire qu'ils étaient des esclaves, ils veulent que leurs ancêtres étaient africains. Alors les esclaves qui étaient là n'avaient pas d'origine. C'est ça. Ils étaient tombés de la pluie. On ne les avait pas pris dans leur territoire, dans leur continent et amenés ici à fond de cale. Tout ce qu'il y a eu pendant 4 siècles, cette déportation, le gars me dit, vous voulez vous sentir africain, au lieu de dire que vous étiez esclave. C'est-à-dire que
des En conséquences. utilisant, au lieu de dire que nous étions des meubles, en fait, que nous n'étions rien. C'est grave que quelqu'un qui soit qu'Africain comme moi, parce que c'est un Africain, ce Romain-là, vienne me dire qu'il ne faut pas revendiquer mes ancêtres, il faut les nier, ils n'existent pas. Nous étions des esclaves, c'est-à-dire des meubles. Mais il a un grave Et problème donc, c'est psychologique. dénigrer hein, encore monsieur. nos parents, parce que nos parents n'étaient pas des esclaves, c'était des ça, des Africains réduits réduits en en esclavage. esclavage, c'est quand C'est pas un État comme ça qui va comme ça. On est esclave par la volonté de l'autre. On a ce statut-là parce Alors que l'autre nous le le créole donne. a une origine, mais Voilà. on enlève l'origine de l'esclave Voilà. et on lui met à la place, on lui substitue une identité, Une identité de blanc, complètement fictive. C'est ce que j'appelle une Oui, mais identité. les Parce que créoles, c'est bien une réalité. Le blanc, C'est une réalité le colon. anthropologique. Hein. Le créole, c'est un blanc né dans les colonies. oui, Donc mais- quand des Noirs se disent créoles, ils sont très problématiques. Oui, ils sont très problématiques parce que la vision du créole, que le créole a du noir qui se dit créole, c'est qu'il est un meuble, hein, parce que c'est comme ça qu'il vous voit. Le blanc vous voit comme un être inférieur. Quand vous êtes créole, vous vous voyez vous-même. C'est tellement vrai que jamais, si cette personne avait un minimum de dignité, un tout petit peu de dignité, il n'aurait fait cette alliance-là. En réfléchissant simplement, sans être particulièrement intelligent, on a un minimum On est de en dignité. logique. On ne peut pas aller avec des gens qui ont été les tortionnaires de nos parents, qui continuent d'être nos tortionnaires, parce que je suis désolée, tu parlais des jeunes là maintenant, parce qu'ils ne trouvent pas de travail, ils sont dans les rangs. C'est à cause de qui? C'est pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cette société qui n'offre rien à nos enfants? Parce que tout simplement, tout est pris par le Et puis qui ne veulent pas faire de social. Hein. Les hôpitaux sont en délabrement. Non, on ne fait pas de social. Nous, on est... Mais c'est exactement ça. Absolument. Peut-être Mais même un avec le social. chlordécone, ils auraient pu avoir la décence, ayant eu ce comportement de dire, bon, effectivement, les gars, nous sommes allés voir nous savions que ça allait tuer les gens, nous avons fait ça, on met un peu d'argent dedans. Non, on se constitue partie civile. C'est grave, ces gens-là, ce sont des gens Ils dangereux. s'opposent à vous Et ils ont l'esprit systématiquement. criminel de leurs parents. Et ils utilisent l'ont les gens toujours. pour vous dominer, pour vous dire tais-toi, mais voilà, c'est moi qui. Mais ils sont dans un système qu'ils connaissent parfaitement. Ils sont d'une mauvaise foi, mais à mon avis, c'est inédit. Parce qu'une telle mauvaise foi est de dire je me constitue partie civile parce que je suis dans le déni et que là où on dit que j'ai empoisonné des nègres, parce que moi j'ai pas l'impression que eux sont concernés par le problème. C'est encore moi qui me suis empoisonné, je ne sais pas comment ils ont fait. Oui. Ils sont victimes. Hein. C'est Ils sont important. victimes. Bon, alors continuez. continue. Corinne va continuer sur. Non, alors pour aller un peu dans votre sens, parce que j'en ai entendu un qui aussi était tout outré que nous lorsqu'il y a eu le résultat du non-lieu. Oui. Tout aussi outré que nous, voilà, c'est une abomination. Donc ce non-lieu, bon, bref. Alors, moi, je reviens là un petit peu donc sur le 23e convoi par réparation qui, c'est vrai, va commencer par un convoi Timoun. Parce que ce convoi Timoun, c'est aussi pour déjà placer nos enfants, les jeunes, dans cette auto-réparation et bien les ancrer dans leur histoire martiniquaise, leur histoire caribéenne et aussi donc leur histoire africaine. Et dans la lignée. Donc, ce convoi Timoun se déroulera, bon, sûrement après, avant donc le passage donc de l'émission, le dimanche 7 mai à Saint-Georges, la cour Saint-Georges, donc à Chelcher, donc dès 8h30, de 8h30 à jusqu'à environ 19h, donc 7h du soir. Donc dans un premier temps, c'est vrai que les enfants seront mis en condition donc de convoi, donc ils vont marcher aussi comme les adultes, avec un groupe à pied qui est le groupe Marronnage, pardon, le groupe Marronnage, voilà, c'est le groupe Marronnage. Et ensuite, donc il y aura après un partage, donc le midi. Et puis l'atelier, les ateliers. Alors les ateliers vont commencer donc dès le matin, donc des ateliers sur parler langue matiniche, ateliers aussi sur des jeux,
atelier en les comment battre tambour, apprendre battre tambour, apprendre bâtir bois aussi. Faire le dentifrice. Voilà, donc faire donc aussi donc le dentifrice comment soin corps. Donc nous a qu'à mettre ces petits mamans là à dans conditions donc ambiance donc de aussi auto-réparation et puis là nous qu'à parler donc de souveraineté c'est-à-dire c'est souveraineté aussi manquait dit au niveau comment y soin corps comment y sans dépendre de l'autre sans dépendre donc des autres puisque très souvent là, nous, quand on parle de souveraineté, d'indépendance, ces jeunes qui disent ah, mais on ne pourra pas sans l'autre, sans la France. On ne pourra pas. Alors, on ne pourra pas sans l'autre, mais nous allons tout donc, dans l'environnement, nous n'y avons l'eau bagaille qui permettent nous donc de faire de soins qu'on nous alors habiller aussi comme nous et puis ça nous nie donc c'est aussi où est la vie aussi en l'autre manière donc nous avons commencé donc le dimanche alors c'est le CNR Comité National pour les Réparations qui c'est une association qui travaille et puis donc le MIR qui a fait qui a mené donc premier la journée tard puis à partir donc de lundi 8 mai nous avons commencé donc marcher partie Sainte-Anne et river prêcher. Alors Corinne, il y a d'autre côté qui est à côté de nous. Ça. Donc, moi, je reprends français. Mais ce n'est pas parce que nous parlons langue, nous, maman. C'est parce que nous y a un lot public tout partout. Oui, c'est ça. Donc, à partir, donc, c'est vrai, donc, de lundi, donc, le convoi adulte va commencer. Donc, nous partirons donc de Sainte-Anne pour donc, atterrir donc, aux prêcheurs. Alors, chaque soir, donc, puisque concrètement ce convoi se déroule, les étapes se déroulent donc le soir, donc à partir donc de 6h30. Donc cette année, les étapes vont commencer par donc une petite animation, autour donc du tambour belay. Donc là, les mamaï la ronde belay qui rentrer dans la ronde là donc ensuite après cette animation de belay donc nous aurons aussi un hommage donc chaque soir nous avons un hommage qui est fait soit à des gens qui ont marqué donc la commune ou qui ont marqué aussi donc l'histoire donc de Martinique alors tel que par exemple alors le premier jour à Sainte-Anne nous rendrons hommage à une dame qui s'est battue aussi pour hisser le drapeau martiniquais rouge vert noir sur bien sûr les frontons donc de la mairie de Sainte-Anne à l'époque de l'ancienne municipalité. Donc nous rendrons hommage à cette dame qui est décédée et le lendemain nous rendrons hommage à Eugène Mona. Nous connaissons donc la force donc de cet artiste pour le peuple martiniquais et qui avait bien compris que aussi le système et le démounage du système puisque il t'a dit que vous mettez nous tout ni en tête et vous mettez nous tout ni en tête. Bon, ils ont voulu nous mettre mais bon, nos ancêtres quand même ont résisté et ont gardé beaucoup d'éléments et qui nous ont transmis jusqu'à maintenant. Donc il avait beaucoup étudié bien sûr le système colonial donc on ne pouvait pas ne pas rendre hommage donc à Eugène Mona. Ensuite après je me rappelle peut-être pas tous les la Sopamar, aussi on va rendre hommage aussi au travail qui est effectué par cette association qui depuis
de 40 ans, voilà, donc fait un travail donc relatif à la protection donc de l'environnement et qui fait un travail très très important aussi donc dans la Caraïbe, puisque des frères donc de la Caraïbe, c'est vrai, de temps en temps contactent cette association pour avoir donc des conseils, des frères donc de Guadeloupe aussi pour avoir donc des conseils. Donc c'est un travail donc très important qui est effectué par cette association et qui donc c'est la raison pour laquelle puisque ça aussi le convoi, lors donc du convoi, on cherche aussi à montrer au peuple martiniquais que nous n'y en force et que faut garder Fosta pour continuer avancer. Donc c'est vrai que nous avons de nombreux atouts qu'il faut donc bien sûr donc préserver. Et puis donc c'est vrai également donc hommage à Guy Cabron-Masson qui a beaucoup écrit notamment sur la Kazibeke, les puissances d'argent, le drapeau également qui avait beaucoup travaillé un petit peu également sur le drapeau martiniquais. Hommage également à Monsieur Le Sort, Victor Le Sort, qui est décédé l'année dernière et qui aussi a participé donc à l'élaboration bien sûr donc du drapeau et qui était membre de l'OJAM. Et également hommage à Madame Fite Duval aussi, là qui était une femme, et c'est vrai que nous avons cherché un peu donc les femmes à honorer alors donc cette communiste cette femme communiste, et on sait comment les communistes aussi ont subi à l'époque. C'était pas facile donc pour eux, bien sûr, femmes comme hommes, puisque bon, je pense à l'ordonnance donc de 60, puisque bon, c'est vrai que le système colonial il essaie donc de brimer toute résistance, et donc voilà, donc c'est la raison pour laquelle bon, on a je crois que c'est au Lamentin qu'on va donc rendre hommage à cette dame, à Madame Fite Duval. On commence le 9, les marches commencent le 9 et se terminent le 21. Alors toutes les étapes ne se valent pas, il y en a qui sont beaucoup plus longues que d'autres, mais tout le public est invité à venir se joindre. Donc le principe, c'est partir d'un point, arriver à un autre point. Là, on rend hommage à des gens, mais on est accompagné d'un orchestre. Oui. Alors cette année, il y a quand même une petite différence. C'est qu'on part d'un point et on va faire une boucle pour la plupart donc des étapes. D'accord. Voilà. Donc nous avons donc décidé aussi de raccourcir un peu donc les étapes et puis de choisir donc un système plutôt donc de boucle. Alors il y a quelques étapes qui font exception. Il me semble que c'est celle notamment donc de Sainte-Marie, puisqu'on part donc de la mairie de Sainte-Marie et nous arrivons à Font-Saint-Jacques, qui est un lieu mythique, mais aussi bon mystique, et puis qui est très important pour le cimetière des Escales. Oui, voilà. Et donc voilà à peu près donc 12 étapes. Donc ces étapes seront entrecoupées bien sûr des deux conférences dont a parlé. Donc les jours de conférence, il n'y a pas d'étape. Le jour donc voilà. Les 2 jours de conférence, il n'y en a pas. Le 10 mai et le 19 mai, donc nous n'avons pas donc d'étape. Voilà, des conférences. Pas d'étape, il y aura des conférences. Donc vous avez rappelé que c'est une fois à Rivière-Pilote et l'autre fois à l'IMS au Lamentin. Et ces conférences commencent à 18h. D'accord. Puisque c'est vrai que dans le programme qui circule, l'heure n'était pas précisée pour la conférence donc, du 10 mai, mais bien sûr pour la donc conférence. Les marches sont aussi ouvertes à tout le monde. Il y a un système de bus qui est mis en place pour les gens. C'est ouvert à tous les publics.
c'est gratuit. Les gens n'ont qu'à se joindre et profiter de l'ambiance de la marche, de la thématique du jour, des groupes à pied, et qui sont très entraînants et qui donnent envie. Alors, il y a des étapes qui sont très courtes, 2-3 kilomètres. Celle de Saint-Pierre, par exemple, elle fait 9 km. Donc, il faut être un petit peu entraîné, avoir de bonnes chaussures, mais c'est absolument stimulant. Et il y a des gens qui viennent pour faire le sport, pourquoi pas, mais il y a surtout ce besoin de sentir qu'on est en communion et que dans cette ambiance-là, il se passe quelque chose, puisque les ancêtres sont toujours là. Ouais. Et vous savez que comme... notre société ne les a pas honorés, ne les a pas enterrés vraiment, qu'on ne sait pas où ils sont, qu'on marche sur eux. Dans le Code noir, il était dit que les quelques-uns rares qui étaient baptisés, on pouvait les mettre dans un lieu reconnu comme cimetière, mais les autres de nuit, il fallait les jeter quelque part dans la nature. Donc, nous kamache asoyo. Jeudi, puisque notre élite politique n'a pas encore compris que c'est une démarche, ne serait-ce que pour pacifier notre société, une démarche qui est capitale, de chercher, de créer des lieux de mémoire, des stèles, etc., y compris sur ces plantations qu'on a transformées en espaces commerciaux. Il faut qu'il y ait des lieux, et c'est vous, population, qui allez les réclamer, ces lieux-là. Il n'est pas possible que vos ancêtres soient dispersés dans la nature, qu'on construise sur leur squelette et partout, et que nos politiques ne demandent pas de manière très officielle qu'il y ait des stèles. Il n'y a qu'à Sainte-Marie, justement, qui est une des étapes, où on va... rendre hommage aux ancêtres sur un petit cimetière qui est vraiment minime par rapport aux milliers, voire millions d'Africains qui ont disparu. Et qui a failli être un peu dilapidé. Dilapidé, puisqu'on construit, on fabrique encore. Alors, je voudrais aussi ajouter que les groupes à pied aussi s'associent, bien sûr, au convoi, donc depuis plus d'une vingtaine d'années. Oui. Et cette année, nous avons, en plus donc du groupe Vukum de la Guadeloupe, nous aurons aussi donc un groupe Masmaron. Alors, il s'agit dans le programme, nous avons mis Akio, mais c'est Masmaron. Donc, c'est un groupe qui s'est constitué pendant le Covid. Donc, ce sont donc des éléments, des camarades, donc des tambouillés de différents groupes à pied. D'accord. Et qui se sont associés durant donc le Covid et qui ont fait leur carnaval malgré tous les arrêts. D'accord. Voilà. Malheureusement. Donc c'est marrant. J'étais camaroni. Malheureusement, l'émission arrive à son terme. Et je vous laisse un petit mot de la fin parce que la lumière verte a déjà clignoté. Mais on aurait encore beaucoup de choses à vous dire parce que ces questions-là, elles sont centrales pour nous et elles ne sont pas réglées. Vous avez bien vu que c'est une association de la société civile qui s'occupe de ces thématiques, pas nos États, pas nos politiques, au contraire. Et l'État français fait tout pour que ces problématiques ne prennent pas trop d'ampleur. Donc on neutralise beaucoup les forces qui se battent pour maintenir cette mémoire et cette nécessité des réparations vivaces. Donc voilà, je vous laisse le petit mot de la fin à chacun. Claudette, tu veux commencer? Oui, moi, je vais appeler les Martiniquais à venir nombreux pour ce convoi parce que c'est important pour nous. Je crois qu'on a un tournant, qu'il faut que nous saisissions cette chance de nous retrouver nous-mêmes, que nous allons jusqu'au bout de l'autoréparation. Vous avez vu le programme qu'on a concocté pour vous. On a essayé de mettre le maximum de personnes intéressantes, de groupes à pied, d'évoquer les mémoires de personnes que vous connaissez et que vous chérissez. Je pense notamment à un homme comme Cabor Masson, je pense à un homme comme Mona, que tout le monde aime. On va les mettre à l'honneur. Donc, j'invite les Martiniquais qui, effectivement, sont conscients de la nécessité de sortir de cette impasse à venir nombreux à partir du 8 mai et à participer activement au convoi pour réparation. Merci. D'accord. Alors, il y a un site, oui, oui. Alors vous pourrez trouver, donc c'est vrai, donc le programme donc du convoi sur le site internet Martinique, mirmartinique.com, et c'est vrai que en ce qui concerne donc les conférences,
je pense qu'il y aura aussi donc du direct, puisque c'est vrai que parfois nous ne pouvons pas, donc certaines personnes ne peuvent pas se déplacer, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faille pas se déplacer, tout au contraire. Donc nous attendons bien sûr les Martiniquais nombreux, aussi bien pour les marches, mais aussi donc pour les conférences, et aussi parce qu'il y a toujours une partie bien sûr présentation, mais après c'est la partie débat qui est importante, c'est-à-dire les échanges, les beaux cantages avec donc le public, et c'est ce qui va enrichir et qui va permettre aussi donc au MIR donc de continuer donc la réflexion, puisque la réflexion on l'amène aussi avec bien sûr donc le public. Donc venez nombreux, et donc et c'est nous qui kaba ces hôtes qui kaba bien sûr qu'on voit à Fosse. Donc c'est un lionnage entre bien sûr donc les Martiniquais et donc et le MIR. Donc nous attendons bien sûr tout bon, je dirais les Martiniquais, mais ceux qui sont de passage aussi, ils peuvent également venir participer donc massivement donc au convoi. Et sans oublier, bien sûr, donc le convoi Timoun, bien que je sais que les places étaient un peu limitées pour le convoi Timoun, et que je crois que c'est jusqu'à aujourd'hui, bien sûr, donc les inscriptions. Les inscriptions, c'est jusqu'à aujourd'hui. Ça ne marchera pas, puisque voilà. l'émission passera après. Et n'oubliez pas, il y a une très bonne ambiance, une grosse émulation, un sentiment d'appartenance qui est très très important quand on ne sait pas trop qui on est, d'où on vient. C'est un moment justement de solidarité. Oui. Tu as été notre marraine l'année dernière, et je tiens à tenir publiquement à te féliciter et à te remercier pour toutes tes interventions. C'était une marraine extraordinaire, formidable. Exemplaire. Vraiment exemplaire. Donc, nous avons 2 parrains cette année. On espère qu'ils seront au niveau, parce que tu as mis le niveau très très haut. Donc, alors, je te remercie, Juliette. Je te remercie au nom du MIR. Oui, parce que c'est une institution. C'est devenu une institution à laquelle il faut donner sa dimension. Parce que je crois qu'on dit le MIR réparation, mais on ne se rend pas compte ce que signifie depuis 20 mois. C'était le 22e convoi. Pour moi, c'était d'abord d'être très honoré de faire ça, mais aussi de donner quelque chose. Et donc, je crois qu'il y a un petit fascicule qui va paraître avec les textes que j'avais sélectionnés pour chaque étape. Donc, vous pourrez aussi avoir ce petit fascicule, un petit livret auprès du MIR. Laura, on va devoir se quitter. Bien sûr. Alors, un dernier mot déjà pour vous remercier, Dr Smeralda, de m'avoir invité à Raison Pratique. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir échangé et qu'on voit à quel point nos démarches sont complémentaires. Et cher public, vous avez toujours la possibilité d'aider l'association Nègre Marron Art et Tradition dans sa mission en répondant au questionnaire. Et je me corrige, pas pendant 2 mois, mais pendant 2 ans. Donc, ça fera qu'on aura encore plus de matière à décortiquer, et ça ne prend que 5 minutes pour vous, mais c'est une grande avancée pour chaque professionnel qui sera derrière ce questionnaire-là. Et évidemment, que ça soit un artiste ou une personne qui a envie d'apporter sa contribution, n'hésitez pas à revenir vers l'association et donnez-nous les retours pour ceux qui auront participé à l'événement. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, vos retours, ou pour ceux qui auront eu l'opportunité d'avoir le carnet d'enracinement, faites-nous des retours. C'est très très important de savoir ce que le public en pense. Oui, voilà. Bon, moi je vais intervenir sur la famille, mais vous n'aurez pas... quand l'émission passera, mon intervention, ma communication sera déjà donnée. Il y aura des vidéos. Mais il y aura des vidéos. Mais il y aura aussi, elle vous dit sur 2 ans, donc on refera les choses. Maintenant, moi, je vous remercie d'avoir été là. Et pour certains de nos propos ont pu choquer, je suis désolée, mais nous sommes dans des urgences aujourd'hui, et il ne s'agit plus de faire comme des poules mouillées ou bien de sortir nos petits atermoiements. Non, nous sommes dans quelque chose de violent. La lutte se précise, elle est violente. On n'a jamais eu un mois de mai aussi chargé
que celui-ci. Et ça signifie que les gens qui sont derrière ces manifestations ont décidé d'attaquer frontalement. Donc sachez faire des choix de manifestations pour ce mois-là, qui était jusqu'à maintenant le mois des Africains, des descendants d'esclavisés et qui commémoraient leur lutte, leur combat et leur victoire. Donc, on vous laisse sur ces réflexions-là. On vous demande d'être vigilants. Suivez le convoi, suivez-le, suivez-le, suivez-le. Vous aurez un plaisir immense d'être avec des gens qui sont apaisés, qui sont sains, qui sont pas dans la concurrence, pas dans la compétition et qui sont dans la mémoire, dans le dire à leurs ancêtres, qu'ils ne les oublient pas. C'est très important. Passez de bons moments, passez un bon mois de mai et puis merci à vous, mes invités, d'avoir été là. Et puis on continue, la lucha continua. Voilà, merci. Merci.